Bienvenue à toutes et tous à la matinale de la recherche dédiée au programme Mémé ton pige, qui est un programme d'éducation au sommeil à destination des enfants de 7 à 9 ans. Ce programme nous sera présenté par Amandine Ray, qui est neuropsychologue au Centre de recherche en neurosciences de Lyon, qui est rattaché à l'Université Lyon 1. Voilà, donc ces matinales de la recherche sont organisées dans le cadre du DRAPS, du dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé, dispositif de transfert de connaissances, donc qui fait le lien entre la recherche et les formations et tous les formats qui peuvent permettre la montée en compétences des acteurs et des professionnels sur la région Occitanie. Sachant que le dispositif d'appui est porté par l'IREPS Occitanie, l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, qui est une association de loi 1901, qui dispose de 5 missions principales, à savoir, en premier lieu, elle apporte un appui méthodo à tous les porteurs de projets, à tous les professionnels qui en font la demande, sachant que ces appuis méthodologiques sont financés par l'Agence régionale de santé de la région Occitanie. Et donc, à tout moment, professionnels et acteurs de terrain, vous pouvez solliciter l'IREPS Occitanie et demander un appui méthodologique. Sachant que l'IREPS est un organisme de formation qui vise à la montée en compétence de tous les acteurs du territoire. Donc, vous avez à votre disposition sur le site de l'IREPS, mais aussi sur le site du DRAPS, l'ensemble des formations que nous proposons. Les formations organisées dans le cadre du dispositif sont bien entendu financées par l'Agence régionale de santé et sont donc gratuites pour les professionnels qui s'inscrivent. Voilà, nous mettons en œuvre aussi des programmes sur l'échelle régionale qui sont les seules actions que nous mettons en œuvre à destination des publics directement, à savoir les modules santé que nous organisons et qui sont pris en charge par le conseil régional. Et puis l'IREPS dispose aussi de 2 centres de documentation, un à Toulouse et un à Carcassonne. Vous pouvez avoir les coordonnées et retrouver les heures d'ouverture sur Internet, sur le site de l'IREPS. Voilà pour la petite présentation de l'IREPS, sachant que le dispositif donc, est piloté par l'Agence régionale de santé, porté par l'IREPS Occitanie. Comme je vous le disais, c'est un dispositif régional de transfert de connaissances. Alors, effectivement, le format distanciel que nous vous proposons aujourd'hui sur les matinales nous permet de réaliser, de mettre en place des événements régionalisés. Ça nous permet un petit peu de casser les frontières. Donc, c'est l'avantage de la visio. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, on ne se retrouve pas physiquement et que, effectivement, l'échange, l'aspect convivial ne sont pas forcément au rendez-vous. Mais vous verrez, ne vous inquiétez pas, cela ne nous empêchera pas d'échanger. Et il n'y a aucun problème là-dessus. On y met un point d'honneur. On aura bien 30 minutes à la fin pour que vous puissiez poser toutes les questions possibles à Amandine Ray. Voilà, donc le DRAPS est un facilitateur entre le monde de la recherche, les acteurs de terrain et les décideurs politiques. C'est aussi un dispositif qui fonde sa programmation sur vos besoins. Vos besoins sont recensés par diverses enquêtes qui sont mises en ligne, sur lesquelles vous vous êtes exprimés, mais pas que. On fonctionne aussi avec des comités départementaux qui sont présents sur chacun des départements, chacun des 13 départements de l'Occitanie. Voilà, donc si vous êtes membre des CODEP, vous savez que tous les ans, on vous demande de nous remonter vos besoins, vos attentes, vos problématiques très territoriales. Et nous prenons en compte effectivement l'intégralité de ces attentes pour construire la programmation département par département. Voilà. Les matinales de la recherche sont donc un dispositif qui vous permet d'échanger avec des chercheurs, qui nous permettent
de prendre connaissance des différents résultats probants de la recherche qui nous permettent de valoriser des programmes qui sont prometteurs, voire probants, et qui seraient tout à fait adaptés, ou en tout cas qui pourraient être intéressants à adapter dans vos contextes, dans vos établissements, dans vos structures. Voilà. L'objectif, c'est bien de valoriser la recherche interventionnelle en promotion de la santé, de soutenir le développement de projets de recherche innovants sur vos territoires, mais pas que, aussi d'évoquer les freins et les conditions de réussite d'une recherche interventionnelle, et plus spécifiquement, et ça sera l'objet aussi de notre dernière demi-heure, d'aborder toutes les questions de mise à l'échelle, de transférabilité d'un programme qui est validé scientifiquement dans un autre contexte. Voilà. Quels sont finalement tous les leviers que l'on doit activer pour que ça puisse fonctionner dans un autre contexte. Voilà, alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à l'éducation au sommeil? Eh bien, tout simplement parce que vous avez été nombreux et nombreuses à nous le demander, encore une fois via les différents CODEP qui ont eu lieu fin 2020. Effectivement, il y a un très grand nombre d'acteurs qui se sont exprimés en alertant un petit peu voilà, sur le fait que ces problématiques, qui sont des problématiques récurrentes, existent toujours, qu'on a beaucoup de mal à travailler aujourd'hui sur les questions de sommeil des enfants, mais aussi des adolescents. Ça nous a été extrêmement remonté. Voilà. Il faut savoir qu'on a énormément de données de cadrage sur le sommeil, les troubles du sommeil chez l'enfant et l'adolescent. C'est voilà, effectivement des données de cadrage qui sont disponibles, mais qui ne sont pas toujours connues du grand public et qui ne sont pas toujours connues des professionnels qui encadrent les enfants. On le verra tout à l'heure, Amandine nous proposera un certain nombre de questions pour tester un petit peu nos connaissances sur le sujet. Les programmes pédagogiques, pour le coup, sont assez rares. Hein. Moi, j'ai moi-même fait une recherche sur les différentes plateformes expérientielles. Il y a très, très peu de programmes en matière de recherche interventionnelle sur le sujet du sommeil. Alors, on trouve beaucoup de choses sur les écrans, certes, et effectivement, les deux sujets sont intimement liés. Voilà. Toutefois, un programme comme celui qu'on va vous présenter, il n'en existe que très peu. Voilà. Et encore une fois, cette problématique nous a été extrêmement remontée via les CODEP, mais aussi via les questionnaires relatifs à vos attentes qu'on a pu faire passer en 2020. Voilà. Donc, il faut savoir que le programme pédagogique qu'on va vous présenter aujourd'hui, Mémé ton pige, est un programme validé qui a été évalué, qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, tous les supports sont téléchargeables gratuitement sur le site dédié. On vous remettra le lien du site Mémé ton pige dans le chat un peu plus tard dans la discussion. Voilà, je vais laisser la parole à Amandine qui va pouvoir nous présenter le programme et je vous retrouve tout de suite après. Merci beaucoup Marie, normalement vous m'entendez. Merci beaucoup pour l'invitation aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce projet de recherche qui effectivement est un projet qu'on a créé avec des enseignants, pour des enseignants, mais également des infirmiers, infirmières scolaires, et qui a pour objectif de proposer une éducation au sommeil chez des enfants d'école primaire. Et puis, je parlerai aussi d'autres choses qu'on met en place pour les plus jeunes et les un peu plus grands, parce que vous êtes souvent nombreux à avoir des questions par rapport à ça. Alors, je mets juste le chat pour pouvoir voir vos remarques. Donc, les supports vous seront bien sûr donnés, par l'IREPS, il n'y a aucun souci. Alors, avant de commencer, alors oui, Marie m'a présenté, hein, je travaille à l'université Lyon 1, et donc ça, c'est un projet qu'on a créé vraiment avec tout un tas de partenaires que je vais vous présenter par la suite. On ne fait pas ce type de projet tout seul. Pour essayer un petit peu d'en savoir plus sur vos connaissances sur le sommeil, et puis aussi pour essayer de répondre de manière plus spécifique à vos questions, je vais vous proposer un petit sondage. Normalement, sur vos écrans, vous avez différentes questions, 4 questions qui apparaissent.
Alors, c'est pour commencer, je vous en proposerai d'autres tout au long de la présentation. Alors, c'est du vrai ou faux? Donc, selon vous, est-ce que le manque de sommeil concerne environ 15% d'enfants d'âge scolaire? Le manque de sommeil concerne environ 15% pardon, d'enfants d'âge scolaire. Là, on vise environ, on va dire, les 3-12 ans pour ce chiffre-là. Si c'est vrai, vous cochez vrai. Si c'est faux, vous cochez faux, selon vous. Ensuite, le deuxième, les signes de l'endormissement sont différents chez les enfants et chez les adultes. Est-ce que cette proposition vous semble vraie ou vous semble fausse? On voit vos réponses qui commencent à arriver. La troisième proposition, c'est que le sommeil qui a lieu de 2 heures à 4 heures du matin est le sommeil qui est considéré comme étant le plus récupérateur. Donc, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et enfin, l'hormone du sommeil s'appelle la mélanine. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On va mettre fin au vote, vous en faites pas si vous n'avez pas pu répondre. Donc, le manque de sommeil concerne environ 15% des enfants d'âge scolaire. Vous êtes très partagés. 51% d'entre vous pensent que c'est vrai et 49% d'entre vous pensent que c'est faux. Alors, ceux qui ont plutôt raison, c'est effectivement ceux qui pensent que c'est vrai. Alors, je ne sais pas, là, comme je ne vois pas vos visages, si vous vous dites « Ah, ça a l'air d'être moins, ah, ça a l'air d'être plus ». En réalité, c'est plus. On va voir ensemble que c'est près de 30% des enfants d'âge scolaire qui présentent des difficultés de sommeil. Alors, ce n'est pas des pathologies du sommeil, mais c'est une hygiène de sommeil qui est peut-être pas suffisamment adéquate, ou en tout cas des difficultés d'endormissement, de réveil, un sommeil qui est peut-être pas d'une durée suffisante. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Ensuite, dans la deuxième question, vous indiquez que les signes de l'endormissement sont différents chez les enfants et chez les adultes. Vous pensez plutôt que c'est vrai, à 68%, et vous avez raison. Alors, on en reparlera, hein, mais les signes de l'endormissement chez l'adulte, ça va être de bâiller, ça va être d'avoir les yeux qui piquent, peut-être d'avoir froid aussi. On verra que le fait d'avoir froid, c'est tout à fait normal parce que c'est en lien avec la baisse de la température corporelle qui prépare au sommeil. On regardera quels sont ces signes du sommeil. On peut avoir des raideurs de la nuque, une vigilance qui diminue. Tout ça, c'est effectivement des signes d'endormissement de l'adulte. Mais alors, est-ce que vous pouvez m'écrire rapidement dans le chat, à votre avis, s'ils sont différents chez l'enfant? L'enfant qui est fatigué, il est comment? Qu'est-ce qui se passe chez l'enfant fatigué? Effectivement, il est agité, il est énervé. Voilà, il y en a beaucoup d'entre vous qui disent énervé, il y a des pleurs, il est irritable. Un enfant qui, le soir, présente des cris, est grognon, est très émotif, tout ce que vous dites est tout à fait vrai. Ce n'est pas un enfant agité qui est en pleine forme et qui n'a pas besoin d'aller se coucher, mais vous l'avez bien identifié, c'est un enfant pour lequel on a déjà un petit peu raté l'heure de le mettre au lit. Donc voilà, il y a cette nuance chez l'enfant par rapport à l'adulte. La troisième proposition était que le sommeil qui a lieu de 2 heures à 4 heures du matin est le plus réparateur. Alors, la majorité d'entre vous pense que c'est faux. Effectivement, c'est faux. Est-ce que vous pourriez m'écrire, à votre avis, quand a lieu le sommeil le plus récupérateur au cours de la nuit? Alors, j'ai un avant minuit qui arrive dans le chat, début de nuit. Effectivement, la plupart d'entre vous, voilà, alors il y a du en fin de nuit, du début de nuit, alors c'est plutôt le début de nuit. Alors, on va considérer que c'est jusqu'à 1 à 2 heures du matin, encore une fois, on n'est pas des machines, donc ce n'est pas tous exactement cette heure-là. Mais effectivement, c'est le sommeil de début de nuit qui est considéré comme étant plus récupérateur. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du petit train du sommeil. Donc ça, on verra ensemble, je vais vous le représenter. Et on va voir que ce petit train du sommeil, il est très riche d'un stade qui s'appelle le sommeil lent profond et justement qui va nous permettre de davantage récupérer. Donc là, vous me voyez venir. C'est pour ça qu'on encourage des couchers qui ne sont pas trop tard dans la nuit parce que sinon, on ne va pas bénéficier de ce sommeil qui est le plus récupérateur. Et la dernière proposition était que l'hormone du sommeil est la mélanine. Alors, majoritairement, vous me dites que non. C'est quoi la mélanine? Elle vous tente moins, cette question. Effectivement, c'est la pigmentation de la peau. D'accord? Alors, l'hormone du sommeil, c'est quoi? Comment on l'appelle? La mélatonine, effectivement. Alors, c'est même un piège parce que ce n'est pas tout à fait l'hormone du sommeil, c'est l'hormone des rythmes veille-sommeil. Vous allez voir, je suis un peu pointilleuse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas celle qui fait qu'on s'endort forcément tout de suite, mais c'est celle qui nous indique, de sa présence ou de son absence, si effectivement c'est propice au sommeil ou non. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'on propose un programme d'éducation au sommeil? D'où est-ce que ça vient? Ça vient de tout un tas d'éléments qu'on a dans la littérature scientifique, mais aussi dans les médias qui indiquent que le mal du siècle actuel, c'est la perte de temps de sommeil.
Il y a des études qui montrent que, alors là, c'est des données que je vous indique chez l'enfant. Chez l'adulte, on a des données relativement similaires, c'est-à-dire qu'il y a eu moins 77 minutes de sommeil qui ont été perdues chez les 5-18 ans, là, chez les enfants. On a des choses qui sont aussi de l'ordre d'une heure et demie, voire 2 heures également chez l'adulte. Comme on l'a dit dans les petites affirmations, il y a un tiers des enfants scolarisés qui présentent des difficultés de sommeil. Si vous prenez une classe, la proportion d'enfants avec ces difficultés est vraiment énorme. Et les conséquences, elles sont très importantes. Elles sont néfastes sur tout un tas de paramètres, notamment les apprentissages, mais également la santé physique et la santé mentale. Et on prendra un petit moment justement pour pouvoir parler des rôles du sommeil plus spécifiquement. L'idée, là, c'est de pouvoir un petit peu d'abord vous présenter des éléments sur le sommeil que vous connaissez peut-être déjà ou que vous allez découvrir, parce que ce sont tout simplement des éléments que les enfants découvrent au travers du programme Mémé ton Pige que je vous présenterai juste après. Alors tout d'abord, sur les rythmes du sommeil, notamment dans le programme Mémé ton Pige, on commence en présentant le sommeil des animaux. Donc encore une fois, c'est des enfants de cycle 2, CP, CE1, CE2, qui sont beaucoup intéressés par cette thématique des animaux, mais même chez l'adulte, ça nous permet de comprendre tout un tas de choses. Par exemple, vous avez à l'écran un lion et une girafe. À votre avis, entre le lion et la girafe, quel est l'animal qui dort le plus longtemps? Alors là, dans les réponses, j'ai à l'unanimité le lion. Effectivement, vous avez raison. Le lion, ça dort 16-17 heures par jour, alors que la girafe, elle dort 2 à 3 heures par jour, ce qui nous semble être vraiment très peu. À votre avis, pourquoi est-ce que le lion dort beaucoup plus longtemps que la girafe? Qu'est-ce qui fait que lui, il peut dormir très longtemps, alors que la girafe dort beaucoup moins longtemps? Effectivement, vous avez raison, c'est un prédateur. D'accord ? Le lion n'a pas de prédateur, il a cette position-là, il n'a pas grand-chose à craindre, donc lui, il peut s'allonger tranquillement dans la savane, il ne peut pas lui arriver grand-chose. En revanche, les girafes qui, au cours de l'évolution, se sont allongées dans la savane tranquillement, elles se sont fait manger, elles n'ont pas eu de petits, donc ce n'est pas une caractéristique qui est restée. Les girafes, en tant que proie, alors elles dorment déjà très peu allongées, couchées comme ça, hein, ça c'est dans un zoo, elles dorment debout justement pour être à la guet. Et leur particularité, c'est de faire un sommeil qui est relativement léger, parce qu'elles ont besoin justement d'être aux aguets et de pouvoir sortir de leur sommeil si quelque chose se passe. Nous, en tant qu'êtres humains, on est des prédateurs. Donc, on a des caractéristiques qui sont communes, notamment avec le lion, qui est qu'on fait un sommeil très profond. Je vous en reparlerai quand on va voir le petit train du sommeil. Pourquoi je vous montre une proie et un prédateur? Parce que même si on est des prédateurs, il y a peut-être certains moments de notre vie où, je ne sais pas, on est très anxieux, où on fait des insomnies, on a un examen important, on a un changement familial, professionnel ou autre, où finalement, psychologiquement, on se retrouve un peu en position de proie. Auquel cas, notre sommeil va en être altéré. Alors, il ne va pas changer fondamentalement, mais par contre, il va pouvoir s'alléger, notamment se fragmenter et être de moins bonne qualité. Pourquoi est-ce qu'avec mes collègues, on a décidé de se lancer dans la création d'un programme d'éducation au sommeil? C'est que lorsqu'on se rendait dans des classes pour pouvoir discuter de sommeil avec les enfants, c'est assez souvent, quelle que soit la classe d'ailleurs, où on m'expliquait que les enfants se réveillaient la nuit pour pouvoir jouer à des jeux. Alors, le jeu que j'ai en tête, c'est le jeu qui s'appelle Clash of Clans. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu où ils vont créer des villages. C'est un jeu en ligne et puis ils vont s'associer à certains, attaquer les autres, etc. Donc, c'est un jeu un peu de conquête, entre guillemets. Et les enfants, donc, ils construisent ça la journée, en fin d'après-midi. Le soir, ils vont se coucher. Et puis, le lendemain matin, ils se lèvent et ils sont hyper déçus. Pourquoi? Parce que leur village s'est fait détruire. Parce que comme c'est un jeu en ligne, il y a d'autres enfants sur un autre fuseau horaire qui, eux, sont en journée et peuvent les attaquer. Et donc, ils m'expliquaient, des enfants de 8 ans qui se réveillaient, qui jouaient un petit peu la nuit pour pouvoir un petit peu contrer les attaques et puis qui se rendormissaient et ça les sécurisait. Ça, typiquement, ils se trouvaient en position de proie et leur sommeil en était totalement altéré, avec des conséquences sur le fonctionnement diurne. On en reparlera juste après. Le sommeil, c'est quelque chose qui évolue en fonction des espèces et qui est très important parce qu'on peut voir que parfois, il a évolué de manière très, très étonnante. C'est notamment le cas du dauphin. Est-ce que vous connaissez la particularité du dauphin vis-à-vis de son sommeil? En sachant que le dauphin est un mammifère qui a besoin de respirer à la surface, d'accord, et que sa respiration n'est pas automatique comme nous, c'est-à-dire qu'il doit penser à ça. Et effectivement, vous le dites dans le chat, il dort une moitié de cerveau à la fois. On a un hémisphère droit, un hémisphère gauche, donc nous, ils dorment en même temps, mais chez le dauphin,
c'est un hémisphère qui dort, l'autre qui pense à remonter à la surface, et inversement, et il va alterner ça comme ça. Et ça, en termes d'évolution, c'est quelque chose qui est très, très élaboré. Donc, c'est bien que le sommeil a une partie très, très importante dans notre vie. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un œil ouvert, un œil fermé, en fonction de l'hémisphère qui est en train de dormir. Alors, à votre avis, quel est l'un des animaux qui dort le plus longtemps? Alors, j'ai le paresseux, le chat, effectivement, quand on a un chat, on se rend compte qu'il dort énormément. Le chien, le paresseux qui revient dans le chat, le panda. Tous ces animaux, le koala, tous ces animaux dorment très longtemps. Et il y en a un qu'on oublie très souvent et pourtant que vous connaissez très très bien, c'est celui-là. Ce petit animal-là, il dort énormément, il dort 14, 15 heures, voire pour certains jusqu'à 17, 18 heures sur 24 heures. Cette quantité, ce volume de sommeil en début de vie est vraiment très important pour la construction de tout un tas de choses, pour la croissance, pour le développement cérébral, pour tous les éléments qui vont se mettre en place pour la vie future de l'enfant, parce qu'il y a des études qui montrent que la privation de sommeil ou le déficit en sommeil chez le jeune enfant va avoir des répercussions sur ses capacités d'apprentissage, notamment lorsqu'il va rentrer à l'école. Donc ça, c'est pour situer un petit peu nos rythmes. Alors, on sait tous qu'on dort un tiers de notre vie. Quand on travaille avec des enfants et qu'on leur dit qu'ils ont dormi un tiers de leur vie, et par exemple, un enfant de 9 ans qui a déjà dormi pendant 3 ans, il trouve ça énorme. Si on fait chacun en fonction de son âge le rapport, effectivement, on a dormi pendant très longtemps. Donc, l'idée, c'est de comprendre et de valoriser le fait qu'on fait des choses pendant ce sommeil qui sont tout à fait importantes. Donc, il faut en prendre soin au maximum. Pour comprendre ces rythmes veille-sommeil et le fait que, par exemple, on reste éveillé le jour et on dort la nuit, notamment, qui est une de nos caractéristiques, qui n'est pas la caractéristique de tous les animaux, on va s'intéresser à 2 processus qui nous permettent justement d'avoir cette alternance entre veille et sommeil. Ici, vous avez le processus circadien. Alors, on l'appelle aussi horloge biologique ou horloge interne. Et puis l'autre, il a un nom un peu barbare, il s'appelle processus homéostatique, mais on peut voir ça aussi très simplement comme un sablier de la fatigue. Je vous explique, c'est comme si vous aviez un sablier que vous remplissez de fatigue tout au long de la journée. Vous le remplissez avec vos activités intellectuelles, avec vos activités physiques, vous le remplissez, vous le remplissez, vous le remplissez. Et puis à un moment, ce sablier est totalement plein de fatigue, on appelle ça la pression de sommeil. Vous allez vous coucher, vous le retournez, vous le videz de sa fatigue et au cours du sommeil, pendant la nuit, vous allez le vider. Normalement, si tout va bien, le lendemain matin, vous repartez en pleine forme avec un sablier qui est totalement vide et vous pouvez le remplir à nouveau. Ça, c'est l'idéal. D'accord ? En général, on n'a aucun mal à remplir notre sablier au cours de la journée avec tout ce qu'on a à faire. Mais parfois, pendant la nuit, peut-être qu'on ne peut pas dormir aussi longtemps que souhaité, ou peut-être qu'on fait des insomnies, peut-être qu'on fait des apnées du sommeil. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Ce qui fait que, voilà, on va se réveiller le lendemain matin où notre sablier de la fatigue ne sera pas totalement vide, on aura encore une pression homéostatique importante et on sera encore un peu fatigué au cours de la journée. À votre avis, quel est le seul moyen de vider ce sablier de la fatigue au cours de la journée? C'est quoi notre seule option? C'est de faire la sieste, vous avez tout à fait raison. La sieste, c'est la seule chose qui va justement nous permettre de faire baisser la pression de sommeil. Alors la sieste, c'est pas n'importe quand et c'est pas n'importe quelle durée. On va le voir juste après, en sachant qu'une sieste de l'adulte et une sieste de l'enfant, c'est pas tout à fait la même chose. Un enfant qui a besoin de sieste, on le laisse dormir autant de temps qu'il veut. S'il a un sommeil de nuit correct, il va se réveiller seul la journée. Un adulte, par contre, si il ne fait pas de travail de nuit ou un travail posté, en tout cas s'il peut dormir la nuit, en journée, il n'a pas besoin de dormir 3, 4, 5 heures. On va voir quel est le meilleur moment et quelle est la durée idéale. Donc ça, la première chose, c'est le sablier. Si on le remplit, on a une forte pression de sommeil et on s'endort facilement par la suite. La deuxième chose, cette horloge interne, c'est tout simplement un rythme qu'on a à l'intérieur de nous. Alors peut-être que vous avez entendu, il y a une petite expérience qui est en train d'être faite en ce moment où des personnes se sont enfermées dans des grottes, justement pour comprendre un petit peu cette notion de rythme. Et ça a été initié par un chercheur qui s'appelle Michel Siffre, qui, à différents moments de sa vie, s'est enfermé dans des grottes pour comprendre la manière dont il fonctionnait sans information extérieure, sans information de lumière, sans information de température.
finalement voir s'il continuait à avoir 1/3 de sommeil, 2/3 d'éveil, ou si finalement il allait retrouver un sommeil polyphasique en plusieurs parties, comme le sommeil des bébés. Alors pour faire ça, il s'est enfermé de plusieurs semaines à plusieurs mois à l'intérieur de ses grottes à différents moments de sa vie. Et puis sur sa tête, il branchait des petites électrodes qui permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau. Et très facilement, on peut déterminer, vous le verrez juste après, si on est en train de dormir ou si on est éveillé. Et il s'est rendu compte de quoi, Michel Siffre? C'est que même enfermé dans sa grotte, quelle que soit la durée d'isolement temporel, eh ben, il continuait à faire 1/3 de sommeil, 2/3 d'éveil. Par contre, ce qui lui arrivait, c'est qu'il se décalait. On a l'impression que tous les soirs, il ne se couchait pas tout à fait à la même heure, alors qu'en réalité, pour lui, ça lui semblait être la même heure. Et on observait aussi que ses cycles, ils s'allongeaient. Il n'était plus tout à fait sur 24 heures, il était plutôt sur 24h30, 25 heures, parce que son horloge interne à lui, indépendamment de toutes les informations extérieures, était un petit peu plus longue que le 24 heures extérieur. Et vous, votre horloge interne également ne doit pas faire tout à fait 24 heures pile, mais est généralement un peu plus longue. Et ce qui se passe, c'est que tous les jours, vous resynchronisez votre petite horloge grâce à tout un tas de choses, notamment la lumière du soleil dont on va reparler juste après. Donc, cette horloge interne, c'est votre propre rythme et tous les jours, sans s'en rendre compte, on la remet à jour grâce notamment au soleil, mais également à des informations internes, comme votre température. La température de notre corps varie au cours de la journée. Donc là, vous avez le matin et ici l'après-midi et la soirée. Et ce qu'on peut voir, vous voyez, vers 19 h à peu près, c'est qu'on a une baisse de notre température corporelle qui est naturelle et qui nous prépare justement à l'endormissement. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut aller se coucher à 20 h, hein, c'est une préparation pour la nuit. Et il y a un autre moment de la journée où on a fortement envie de dormir, c'est lequel? Alors, si vous me dites juste maintenant, ça va être un peu bizarre, mais oui, c'est début d'après-midi, pardon, juste après manger. Exactement, après le repas. Alors, très souvent, on pense que c'est parce qu'on a mangé et que la digestion nous impose une somnolence. Alors, le fait d'avoir mangé peut justement induire un peu de somnolence, mais même sans avoir mangé, en début d'après-midi, on va avoir une somnolence importante et un moment, un épisode qui est propice au sommeil. Regardez tout simplement pourquoi, parce qu'on a une petite baisse de notre température corporelle, qui n'est pas aussi importante que celle du soir, mais qui est présente. Ça veut dire que le bon moment pour la sieste, c'est en début d'après-midi. Parce que c'est le moment où notre corps est moins vigilant et abaisse sa température corporelle d'une part. Et d'autre part, maintenant que vous connaissez le sablier, vous avez bien compris que si on commence à faire la sieste à 17 h jusqu'à 18 h, on va vider notre sablier de fatigue un peu trop tard et on va avoir des difficultés à s'endormir au cours de la soirée. Je vous parlais de la lumière du soleil juste avant et le fait que c'est un synchroniseur qui est très important pour notre horloge interne. La manière dont ça se passe, c'est qu'on a plein de structures dans notre cerveau qui vont justement s'intéresser à cette lumière du soleil et notamment à une longueur d'onde spécifique qui est de l'ordre de 450-470 nanomètres, qui est la fameuse lumière bleue dont on entend beaucoup parler. Donc, on va capter cette information lumineuse. Et puis, il y a des parties, une petite partie dans notre cerveau qui s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. Et ils sont très sensibles à cette longueur d'onde et ils vont capter la présence ou l'absence de cette lumière bleue. Ils vont envoyer cette information à une partie qu'on appelle la glande pinéale, ou l'épiphyse ou le corps pinéal. Cette glande pinéale, elle va travailler ou non, elle va sécréter une hormone ou non en fonction de la présence ou de l'absence de lumière bleue. Là, vous êtes en journée, vous êtes exposé à la lumière du soleil, votre glande pinéale, elle se repose, elle est totalement tranquille. En revanche, lorsque en fin de journée, la luminosité extérieure va baisser, elle va recevoir l'information comme quoi il y a moins de lumière bleue dans l'environnement et elle va se mettre à sécréter cette fameuse hormone du rythme veille-sommeil qui est la mélatonine dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, là c'est la concentration en mélatonine, donc ça augmente, ça augmente, ça augmente en soirée jusqu'à atteindre un pic, qu'on appelle le pic de mélatonine au cours de la nuit, qui est entre 2 h et 4-5 h du matin chez les personnes, chez la plupart des personnes. Ça veut dire que c'est le moment où on est le moins vigilant, où on est le plus somnolent. Il y a des études qui montrent que c'est là où il y a le plus d'erreurs médicales, notamment lorsqu'il y a des interventions de nuit, parce que c'est assez difficile justement de se mobiliser et d'être concentré à ce moment-là. Et puis après, ça va rebaisser jusqu'au matin. Alors, vous me voyez venir, hein, cette lumière bleue, elle n'est pas uniquement
dans le soleil, elle est également énormément présente dans les écrans qui sont des lumières LED. Les lumières LED, c'est des lumières à écran bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soir, si je m'expose à un téléphone, à un ordinateur, une tablette, assez proche de mon visage, eh ben, je vais leurrer ma glande pinéale en lui faisant croire qu'il y a encore de la lumière et ça va retarder le pic de sécrétion de mélatonine. Ça va notamment retarder l'heure d'endormissement. Il y a des études qui montrent que l'exposition aux écrans le soir, pendant 1 heure avant d'aller se coucher, va retarder de plus de 45 minutes l'heure d'endormissement chez des jeunes. Alors, il y a des solutions. Alors, la première, c'est de ne pas utiliser d'écran le soir. Ce n'est pas toujours possible à faire passer comme message. La deuxième, ça peut être un usage raisonné et notamment associé à l'utilisation d'un filtre à lumière bleue. Alors, ce n'est pas un filtre physique, c'est un filtre grâce à une application. Maintenant, sur les téléphones, c'est souvent fait de manière automatique. Ça va venir progressivement en fonction de l'heure, rendre l'écran de plus en plus orange. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider en tout cas à essayer de ne pas mentir à notre glande pinéale. Encore une fois, c'est bien de mettre ce filtre-là, mais si on regarde quelque chose de très excitant, de très angoissant ou autre, on ne pourra pas dormir, même s'il n'y avait pas trop de lumière bleue. L'alternance lumière-obscurité, c'est un synchroniseur très important. Le nom de l'application, alors il y en a plein. Sur vos téléphones, généralement, maintenant, c'est automatique. Sur mon ordinateur, j'utilise Flux, que je viens de vous noter dans la conversation, qui est gratuit et qui va se baser justement sur votre fuseau horaire. Les ampoules LED ont-elles la même conséquence? Alors, moins parce que c'est beaucoup plus loin de votre visage. C'est comme la télévision. Parfois, on me dit, oui, il y a des LED, mais moi, je m'endors devant la télé. Tout simplement parce que c'est quelque chose de plus loin et que potentiellement, c'est quelque chose peut-être qui intéresse moins, ou en tout cas, il y a peut-être une forte pression de sommeil à ce moment-là quand on la regarde, ou des habitudes d'endormissement devant. Alors, il n'y a pas que la lumière qui nous permet de savoir s'il fait jour ou nuit. Il y a notamment l'alternance entre le bruit et le silence. On encourage le fait que la chambre à coucher soit dans un endroit silencieux. Le chaud et le froid. Alors, on dit souvent il faut que la chambre soit entre 18 et 20 degrés. On entend des choses comme ça. Alors, si vous dormez très bien à 16 ou à 22, continuez à dormir à 16 ou à 22. C'est juste qu'on sait tous qu'on dort moins bien en temps de canicule qu'en temps normal. Donc voilà, il faut encore une fois, permettre l'abaissement de la température corporelle, donc se sentir bien dans sa chambre. L'activité, le repos, on est actif la journée et on commence à diminuer cette activité au cours de la soirée. L'horaire des repas va être un synchroniseur important avec l'idée de les prendre à heure régulière. L'exercice physique aussi au cours de la journée. Alors, pour les personnes qui ont des difficultés d'endormissement et une activité physique importante, on recommande d'arrêter l'activité physique 1 à 2 heures avant l'heure du coucher. Encore une fois, si vous faites un footing et que vous allez vous coucher juste après et que vous dormez comme un bébé, ne changez rien, mais c'est l'un des leviers sur lesquels vous pourrez jouer si vous êtes amené à avoir plus de difficultés d'endormissement. Pourquoi? Parce que l'exercice physique, ça active notre rythme cardiaque, accélère notre respiration et ça augmente notre température corporelle. Et tout ça, c'est des indicateurs qui vont contre l'arrivée du sommeil pour notre cerveau. Les contextes sociaux vont également être importants. Donc ça, c'est finalement ce qui nous permet d'avoir notre rythme jour-nuit d'une manière générale. À l'intérieur de notre nuit, on a également un rythme. Parfois, on a l'impression qu'on ne fait absolument rien en dormant. Et pourtant, il y a tout un tas de choses qui va se passer, notamment l'enchaînement de wagons qu'on appelle des stades du sommeil. Alors, la locomotive de ce petit train, c'est les signes d'endormissement dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on va avoir 3 wagons de sommeil qu'on appelle lent, qui va de très léger à profond. Et puis, un stade qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc, si on s'intéresse déjà à l'éveil, d'accord, à ce que vous avez actuellement, ici, vous avez une représentation de l'activité électrique de votre cerveau. C'est une activité à l'éveil qui est très rapide, d'accord, très serrée et qui est très peu ample. Ça, c'est la caractéristique que vous avez. Si vous commencez à trouver la conférence un peu longue ou que vous n'avez pas bien dormi, vous êtes peut-être déjà avec des ondes ici qu'on appelle alpha un peu somnolent et vous voyez, ça commence à s'amplifier. Ensuite, on va vraiment entrer dans le sommeil et vous voyez finalement ce qui va se passer, que ce soit le sommeil lent très léger ou le sommeil lent léger, on va avoir un agrandissement de ces ondes. Ce ralentissement et cet agrandissement de ces ondes prépare à l'entrée au sommeil qu'on appelle le sommeil profond qui arrive juste après. Et c'est associé à d'autres paramètres au niveau de notre corps, notamment
le ralentissement de notre rythme cardiaque, de notre respiration, la baisse de notre température corporelle et puis aussi la baisse de notre tonus musculaire. Dans ces deux stades, donc on les appelle très légers et légers parce qu'on peut être très facilement réveillé. Typiquement, ça peut être quand, je ne sais pas, vous êtes sur le canapé en train de regarder quelque chose, on vous donne un coup de coude et on vous dit « tu dors » et là, vous dites « non, non, pas du tout ». On peut avoir l'impression de ne pas dormir. Il y a des ronfleurs qui se réveillent aussi tout seuls dans ces stades-là. Donc, c'est un sommeil qui est encore assez fragile où on peut justement être facilement réveillé par l'extérieur. Et puis arrive le fameux sommeil profond, sommeil lent profond dont on parle énormément et regardez l'amplitude des ondes. On l'appelle aussi le sommeil à ondes lentes et c'est justement le fait que notre cerveau va se synchroniser et avoir ce ralentissement qu'on va avoir ce processus de récupération dont on parlait tout à l'heure. Toujours pareil, encore très très ralenti dans ce stade-là, tout notre corps, tout le tonus musculaire est diminué. Et puis on va arriver, ça fait à peu près 1h15 qu'on dort. On va arriver dans un vrai paradoxe pour le sommeil, donc on appelle le sommeil paradoxal. Si vous regardez l'activité cérébrale ici, elle doit vous faire penser à l'activité de l'éveil, c'est-à-dire que c'est un moment pendant la nuit où on dort profondément, où on va avoir une activité très très rapide comme si on était réveillé. Cette activité très très rapide, elle est notamment associée à des paramètres physiologiques comme l'accélération du rythme cardiaque, on respire également plus vite. Par contre, on n'a pas du tout de tonus musculaire et je vais vous montrer un exemple ici. Vous avez ici donc un chien, donc ce sont les prédateurs qui font ce sommeil paradoxal, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'il est très très difficile de se réveiller quand on est dans ce stade, également dans le stade précédent. Donc là, vous avez un chien qui est en sommeil paradoxal, on le voit chez les animaux parce qu'ils bougent la truffe, les babines, ils font des twists aussi au niveau du bout des pattes. Et ça, nous les petits bébés aussi font encore des mouvements du bout des doigts quand ils sont en sommeil, l'équivalent du sommeil paradoxal. Et donc, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui essaye de le réveiller et il est totalement imperméable à ça. Alors, par contre, on peut voir, je vous dis qu'il n'y a pas de tonus musculaire et pourtant, il fait des espèces de petits sursauts, tout simplement parce que là, il est en train de rêver. Le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui est associé au rêve. On peut rêver dans les autres stades, mais on rêve principalement en sommeil paradoxal. Et si j'avance un petit peu, donc voilà, il l'embête vraiment. Et vous allez voir, il y a une atonie musculaire, le fait qu'on n'a vraiment plus de tonus, regardez, il va retomber directement. Typiquement, si vous voyez quelqu'un en sommeil paradoxal, vous lui prenez le bras, ça va retomber directement. Chez l'humain, comment on voit qu'on est en sommeil paradoxal? C'est tout simplement, on a derrière les paupières nos yeux qui bougent très 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 vite. Ça reflète l'activité cérébrale qui est intense. Par contre, il n'y a plus rien d'autre qui bouge. Tout simplement, cette atonie musculaire, elle est là pour éviter de nous blesser si on fait un rêve qu'on est en train de sauter du 5e étage pour s'envoler, etc. Voilà, il pourrait y avoir des mises en danger. Donc, on a cette atonie musculaire qui nous permet justement de ne pas nous blesser vis-à-vis de cette activité cérébrale intense. À la fin de la vidéo, vous avez pu voir le chien qui mettait très longtemps à émerger parce qu'il y a une inertie de sommeil très, très importante. Quand on a terminé ce qu'on appelle un cycle de sommeil, donc un petit train entier, ça fait environ 1h30 qu'on dort. Alors 1h30 à 2h en fonction des personnes. À la fin, on a un micro-réveil, un réveil qui dure quelques secondes, très peu de temps et généralement, on ne s'en rend même pas compte. Ce réveil, il est là pour qu'une sorte de sentinelle vienne vérifier si tout va bien. Par exemple, on peut vérifier des choses très triviales, mais est-ce que j'ai chaud, est-ce que j'ai froid, est-ce que j'ai faim, est-ce que je suis toujours dans mon lit, est-ce que je respire encore, est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes? Toutes ces choses-là vont être vérifiées très rapidement. Est-ce que j'ai des douleurs, par exemple? Et généralement, on se rendort sans même s'en rendre compte et on recommence un petit train. Des petits trains comme ça, on va en enchaîner entre 4 et 6 au cours de la nuit chez l'adulte. Alors, ce petit train, je vous le présente avec des wagons qui ont toute la même taille, mais il faut savoir qu'en début de nuit, donc plutôt avant 1h du matin à peu près, on va avoir des wagons de sommeil lent profond qui sont très grands et des wagons de sommeil paradoxal qui sont beaucoup plus petits. On fait de tous les wagons, mais par contre, plus de sommeil lent profond que de sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'on considère ce sommeil de début de nuit en étant plus récupérateur. En revanche, en seconde partie de nuit, on fait des wagons de sommeil lent profond plus petits et de grands wagons de sommeil paradoxal. C'est pour ça qu'on encourage notamment chez des adolescents ou chez des jeunes qui présentent des difficultés à se coucher tôt pour des raisons dont je vous parlerai juste après,
on leur recommande de se coucher pas trop tard parce que s'ils se couchent à 1 h du matin, ils ne vont pas bénéficier de beaucoup de sommeil lent profond. Ils en auront, mais beaucoup moins. Alors, même si on vous dit, moi je me couche à 1 h du matin, je me lève à 9 h, donc j'ai tenu pendant 8 heures, j'ai dormi pendant 8 heures, c'est pas tout à fait vrai parce que rappelez-vous, votre horloge interne, c'est pertinemment quand il est midi ou minuit. Donc, là, début de nuit, c'est à peu près pareil pour tout le monde. Si vous faites des grasses matinées et si vous vous rappelez de vos rêves, vous devez vous rendre compte qu'on fait énormément de rêves, on se rappelle beaucoup de nos rêves après la grasse matinée, tout simplement parce qu'on fait énormément de sommeil paradoxal. Je ne suis pas en train de vous dire qu'après 1 h du matin, on peut se réveiller parce que ça ne sert à rien, il n'y a plus de sommeil profond. C'est vraiment important d'enchaîner les deux. C'est ça qui va justement réduire au maximum la pression homéostatique et qui va favoriser certains apprentissages. Mais voilà, l'idée, c'est qu'il faut essayer de ne pas avoir un sommeil qui arrive trop tard dans la nuit. Donc, vous avez... ah oui, pardon. Chose dont je voulais vous parler aussi, sur ce petit train, il y a une caractéristique qu'il faut avoir en tête. Si par exemple je m'endors et puis je me réveille ici parce que, je ne sais pas, j'étais en train de regarder quelque chose sur mon ordinateur et puis je me suis endormie, il me tombe sur le nez, ça me réveille. Ou alors je fais de l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est lorsqu'on va avoir des difficultés à avoir suffisamment d'air au cours de la nuit. Soit on n'a pas suffisamment d'air, on appelle ça une hypopnée, soit l'air est bloqué, on appelle ça une apnée, et notre système d'éveil va se réactiver parce qu'on se sent en danger, donc on va se réveiller plusieurs fois au cours de la nuit, sans forcément s'en rendre compte. Ou alors je fais une insomnie. Voilà, donc je peux me réveiller pour plein de raisons. Quand je vais me rendormir, je ne me rendormirai pas là où je me suis arrêtée, mais je recommencerai le petit train au début. Donc, vous pouvez comprendre que finalement, quand on se réveille souvent, pour différentes raisons, on ne va pas réussir à faire des petits trains en entier, mais on va principalement rester dans les 2 premiers wagons. On va pouvoir faire un petit peu la suite, mais principalement les premiers wagons. Et ça va induire un sommeil de mauvaise qualité. Alors ça, c'était sur les rythmes du sommeil. On va également avoir des besoins en sommeil différents, notamment en fonction de l'âge. Vous savez très bien que les bébés ont un volume de sommeil très important qui va réduire avec l'âge. Mais finalement, on regarde un adolescent, va encore avoir un besoin de sommeil important. Ce que vous avez ici en bleu foncé, c'est les heures qui sont recommandées par la Fondation internationale américaine du sommeil ici. Là, c'est ce qu'on va considérer comme approprié, notamment pour des courts dormeurs et de ce côté, notamment pour des longs dormeurs. Il y a des éléments à savoir sur le sommeil de l'enfant, notamment le fait que le tout petit ne va pas avoir les mêmes stades de sommeil que les grands. Ici, vous avez un petit train d'un nouveau-né, donc entre 0 et 3 mois notamment, où l'enfant il va s'endormir dans un sommeil qu'on appelle agité, qui sera le futur sommeil paradoxal. Alors, il s'endort dans ce sommeil agité, puis il fait un sommeil calme qui sera le futur sommeil profond. Ici, vous avez un enfant qui est en sommeil calme, c'est-à-dire qu'il a un visage qui est très reposé. Et en sommeil agité, alors là, je vous ai mis la photo d'un enfant qui sourit. Ça peut être le cas, mais ça peut aussi être un enfant qui fait des mimiques, un enfant qui, on a l'impression qu'il se tord, qui peut presque avoir on a l'impression qu'il va pleurer. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal lorsqu'on met un bébé au lit et qui s'endort, il ferme déjà les yeux, qu'il puisse avoir un sommeil un peu agité. Il ne faut pas le reprendre, d'accord? On peut le laisser dormir parce que c'est sa manière pour lui de s'endormir. Et il a des cycles un petit peu plus courts. Et puis quand il va grandir, à 1 an, il va s'endormir en sommeil lent comme les plus grands. Il va allonger ses cycles de 2 à 4 ans. Et la sieste, elle peut disparaître vers 6 ans. C'est-à-dire qu'il y a certains enfants qui ont un besoin physiologique de sieste jusqu'à l'âge de 6 ans. On va continuer à avoir des modifications de sommeil avec l'avancement en âge, notamment à l'adolescence. Alors, il y a des changements qui sont liés aux transformations hormonales de la puberté qui vont induire ce qu'on appelle un retard de phase. Ce retard de phase, il a pour conséquence un endormissement qui est plus tardif le soir. L'idée, c'est que le pic de sécrétion de mélatonine dont je vous parlais, qui est entre 2 h et 4 h du matin chez l'adulte, il va être un petit peu décalé plus tard dans la nuit chez l'adolescent, ce qui fait qu'il va avoir cette envie de se coucher un peu plus tard. Donc, ça à prendre en compte. Alors, bien sûr, un peu plus tard, ça ne veut pas forcément dire 1 à 2 heures du matin, mais ce n'est pas forcément, pas forcément aussitôt que le petit frère ou la petite sœur. Alors, il y a cette chose qui est physiologique, mais il y a d'autres choses. Il y a les contraintes sociales, les contraintes scolaires. Dans les contraintes sociales, on a les messages qui sont envoyés la nuit.
sachant que le message le plus envoyé la nuit, c'est tu dors, donc peut-être que ce n'est pas les plus pertinents non plus. Et tout ça, ça a des conséquences, voilà, un déficit chronique en sommeil avec des adolescents qui sont très fatigués et qui vont avoir des répercussions d'ION qui sont très importantes. Parmi toutes ces populations, quel que soit l'âge, on peut avoir, peut-être que vous avez déjà entendu parler de courts et de longs dormeurs. Alors parfois, on a l'impression qu'on est tous courts dormeurs. Alors pour un adulte, un court dormeur, c'est quelqu'un qui dort entre 4 heures et 6 heures par nuit et qui se sent super bien dans sa vie de tous les jours. Un moyen dormeur, c'est entre 7 heures et 9 heures pour un adulte. Et un long dormeur, il a besoin de plus de 9 heures de sommeil, sinon il ne fonctionne pas bien au cours de la journée. On a souvent l'impression qu'on est des courts dormeurs parce qu'avec tout ce qu'on a à faire, on a tendance à se priver de sommeil. Et pourtant, c'est une petite minorité de la population, 10-15%. Il y a une petite minorité aussi qui est long dormeur. La plupart d'entre nous, on est moyen dormeur. Donc, les recommandations qu'on a vues, on peut être à peu près dans ces zones-là. On peut être aussi du matin ou du soir. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes parmi vous qui indiquent « oui, moi je suis vraiment du soir ». C'est-à-dire quand j'ai des choses à faire, je préfère faire le soir, je préfère me coucher tard, j'ai du mal à me lever le lendemain matin. Et à l'inverse, d'autres personnes qui vont dire « ah non, moi je préfère me lever plus tôt pour finir ce que j'ai à faire. Par contre, le soir, moi je vais me coucher tôt, sinon j'arrive plus rien à faire ». Ça, le besoin en sommeil en durée et puis cette typologie circadienne soir-matin, c'est des choses qui sont génétiquement déterminées. Quand vous êtes parent moyen dormeur et que vous avez un enfant du soir et qui est court dormeur, c'est un peu plus difficile parce qu'il ne va pas tout à fait être sur le même rythme que vous. Toujours est-il que cette typologie, elle va évoluer au cours de la vie parce que tous ceux qui ont des enfants en bas âge savent que les enfants sont du matin, semaine comme week-end. Progressivement, généralement, quand on a des jeunes enfants qui nous réveillent tous les week-ends, on sait qu'à l'adolescence, on pourra se venger parce qu'ils seront du soir, d'accord? Et puis petit à petit, les jeunes adultes, ils redeviennent du matin. On va également avoir des éléments, notamment dans le programme, qu'on décrit sur les rôles du sommeil, parce que voilà, je vous explique comment ça marche, mais l'intérêt aussi, c'est de connaître l'utilité de tout ça. Donc, l'idée, ça va être de valoriser le sommeil en expliquant ses rôles. Donc, ça a des rôles sur tout un tas de paramètres, notamment sur la santé. Par exemple, la sécrétion de l'hormone de croissance. On sait que chez les enfants qui ont un déficit chronique de sommeil, c'est-à-dire que nuit après nuit, il y a un manque de sommeil, il y a une rupture de la courbe de croissance. On sait qu'on élimine également les toxines au cours du sommeil, notamment celles qui sont générées au cours de la journée lors de nos échanges entre tous les neurones de notre cerveau. Ça va influencer aussi la régénération de nos cellules, la synthèse des protéines, notamment pour tout ce qui va être la fabrication de nos muscles, de tout ce dont on a besoin. La stimulation du système immunitaire, c'est quelque chose qui est intéressant ici vu le contexte sanitaire qu'on a. Il y a des études qui montrent, alors c'était avec le virus du rhume, mais que lorsque c'est des personnes qui sont privées de sommeil, c'est-à-dire qu'elles ne dorment pas autant de temps qu'elles voudraient pendant 2 nuits successives, elles ont plus de chances d'avoir les symptômes du rhume lorsqu'on leur injecte le rhinovirus que d'autres qui ont bien dormi. Et enfin, le sommeil a un rôle très important sur la maturation du cerveau et on le verra surtout sur la maturation de la partie qui est juste derrière votre front qui s'appelle le cortex préfrontal, qui est là justement pour adapter nos comportements, pour éviter les comportements impulsifs notamment. Le sommeil va également avoir un rôle sur notre appétit. Il y a un lien très fort entre manque de sommeil et surpoids ou obésité. Ici, c'est un protocole de recherche dans lequel il y a des adultes, des jeunes adultes qui ont été contraints de rester au lit que 4 heures pendant 2 nuits. Donc, ils ont dormi, mais pas suffisamment, tandis que le groupe bleu, ici, pouvait dormir autant de temps qu'ils voulaient. Donc ça, c'est le lendemain 9 heures jusqu'au soir, après ces 2 nuits, la deuxième nuit. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui n'avaient pas bien dormi étaient celles qui avaient le plus faim. Et au niveau de leurs hormones, ça se retrouvait, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de gréline, qui est l'hormone de la faim, et peu de leptine, qui est l'hormone de la satiété. Et vous le savez, par exemple, lorsque je ne sais pas, ça vous arrive d'avoir des fringales nocturnes, quand on se réveille, c'est assez rare de se jeter sur des brocolis ou sur des épinards, hein. En général, on va manger des choses grasses, des choses sucrées.
Donc, plus de faim et orientation vers des aliments hautement énergétiques qui vont favoriser le surpoids. Donc ça, c'est pour la santé. On a aussi des rôles sur le fonctionnement diurne. On sait maintenant que l'alcool va avoir un impact sur notre vigilance, donc on ne conduit pas après avoir bu, mais la somnolence, on y pense beaucoup moins, alors que ça multiplie par 8 le risque d'accident de la route. Lorsqu'on fait des tests de temps de réaction, la privation de 17 heures de sommeil, eh ben, au niveau de nos temps de réaction, c'est comme si on avait déjà dépassé le seuil légal de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Donc, voilà, on ne fait pas attention à ça et pourtant, c'est très dangereux. Il y a d'ailleurs un accident de la route sur 10 qui est provoqué par un déficit attentionnel du conducteur dû à un manque de sommeil. Et surtout, ces accidents, pour la moitié, concernent des jeunes conducteurs. Donc, avec des jeunes… Alors, quand je dis adolescents, pour un cerveau, ça va jusqu'à 25 ans. Hein, donc, c'est assez tard, mais voilà, qui sont beaucoup plus sensibles à ça. On sait aussi qu'il y a plus d'impulsivité. Il y a plus de consommation de tabac, d'alcool, de certaines drogues par manque de sommeil, parce qu'encore une fois, ce cortex préfrontal, qui est important pour un petit peu dire, c'est un peu le contrôleur aérien qui dit parfois à notre système de récompense, doucement, là, tu vas un peu fort, et ben, il fonctionne moins bien par manque de sommeil, donc on a plus de mal pour arrêter ce type de comportement. Il y a plus d'accidents corporels aussi chez des sportifs qui dorment moins de 8 heures par nuit, donc là, c'est chez des adolescents. Bah, ils multiplient par 1,7 leur risque de blessure et puis ils augmentent aussi leur risque de chute. Donc ça, c'est pour le fonctionnement diurne, mais on va aussi avoir des éléments importants sur les apprentissages. On sait que c'est ce dont je vous parlais, hein, ça réduit l'épaisseur corticale juste de la partie juste derrière notre front. Et les enfants qui dorment moins de 9 heures lorsqu'ils sont petits, vers l'âge de 2 ans et demi, lorsqu'on retourne les voir à 6 ans, même s'ils ont une durée de sommeil correcte à 6 ans, et ben, le manque de sommeil dans la petite enfance va induire des difficultés au niveau de l'hyperactivité à l'âge de 6 ans. Donc, le sommeil tout petit va avoir un impact sur le comportement plus tard. Au niveau des capacités cognitives, il y a énormément de liens entre sommeil et les apprentissages, notre mémoire, parce qu'on va rejouer au cours de la nuit tous les apprentissages qu'on a eus au cours de la journée. Et il y a des études également qui montrent que les enfants qui n'ont pas suffisamment bien dormi se montrent moins curieux que les autres. Donc tout ça, on arrive un peu au constat qu'il y a un lien qui est très fort entre nos habitudes de sommeil, nos habitudes de vie et les performances dans notre vie de tous les jours, notamment les performances scolaires à l'école, que ce soit de l'école élémentaire jusqu'à l'université. Quand vous prenez une classe d'enfants tout venant, les enfants qui ont les plus de difficultés à l'école sont généralement ceux qui ont également plus de difficultés de sommeil. C'est pourquoi on a proposé donc ce programme d'éducation au sommeil. Alors, il ne vient pas de nous initialement, il vient de la demande d'enseignants. Des enseignants qui rapportaient une forte somnolence chez leurs élèves ou une forte agitation. Rappelez-vous, l'enfant qui manque de sommeil, c'est un enfant qui peut également être agité. Et ça, dès le lundi matin en classe, où on pourrait imaginer qu'ils se sont bien reposés pendant le week-end. Donc, l'idée, c'était un petit peu de faire l'inventaire de ce qui existait déjà. Il existait déjà des conférences pour les parents. Alors, on en faisait beaucoup aussi sur la demande d'enseignants. La difficulté, c'est qu'on va toucher que les parents qui sont intéressés par le sujet ou qui sont disponibles. Donc, on ne peut pas parler à tout le monde et ça, c'est gênant pour l'égalité des chances. Il y a des interventions ponctuelles pour les enfants qui sont notamment faites par les infirmières dans les établissements. Des projets de recherche isolés, donc qui vont travailler avec une école, 2 écoles, mais qui ne vont pas avoir d'ampleur un petit peu plus large. Il y a des fiches créées par les enseignants, mais finalement, il n'y avait pas de programme en tant que tel qui permettait d'aborder le sommeil en éducation à la santé. Pourtant, quand on regarde les programmes, eh ben, on se rend compte que c'est tout à fait possible, notamment en cycle 2, donc CP, CE1, CE2, de faire de l'éducation au sommeil dans le cadre de l'éducation à la santé. Alors, les enseignants, ils nous rapportaient beaucoup travailler sur l'alimentation, sur l'hygiène dentaire, parce qu'ils avaient énormément de supports disponibles, notamment sur Eduscol, qui est la plateforme sur laquelle il y a tout un tas de ressources pour les enseignants. Et par contre, il n'y avait pas grand-chose sur le sommeil. Il y avait un petit train de temps en temps, et encore dans les anciennes nomenclatures, le petit train, il a un wagon de plus, donc il est plus tout à fait correct, donc ils ne se sentaient pas forcément à l'aise de parler de ça, même s'ils en avaient énormément envie. Donc, l'idée, ça a été de co-construire ensemble un programme de promotion et d'éducation au sommeil
les enfants d'école primaire. Et donc, il y a tout un tas d'acteurs qui sont associés pour ce projet, donc des chercheurs, mais également des dessinateurs. Vous allez voir pourquoi. Donc là, c'est d'une école de dessin lyonnaise qui s'appelle l'école Émile Cole, des médecins pédiatres qui sont spécialistes du sommeil de l'enfant, donc de l'hôpital Femme-Mère-Enfant également ici à Lyon. Bien sûr, des partenaires au niveau du rectorat et de l'académie, et puis évidemment des professeurs des écoles, des enfants et des parents. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges, de focus group pour comprendre quel était l'objectif, sous quelle forme ça pouvait prendre vie, ce projet-là. Donc, ils nous ont montré la manière dont ils construisaient des séquences. Nous, on a fait des formations sur le sommeil pour qu'on puisse se compléter, avoir le même langage. Et on est arrivé à l'idée de vouloir réaliser un programme clé en main, c'est-à-dire sans l'intervention de personnes extérieures à l'école qui pourraient être spécialistes du sommeil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le seul autre programme qui existe sur le sommeil pour les enfants d'école primaire à l'international, c'est un programme canadien qui, alors, ils n'ont pas la même force de frappe que nous au niveau nord-américain, c'est-à-dire qu'ils sont une cinquantaine de spécialistes qui peuvent aller dans les écoles et faire de l'éducation au sommeil. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, l'idée, c'était de valoriser les connaissances des enseignants sur ce sujet en leur apportant le matériel nécessaire pour leur donner la légitimité d'en parler dans leur classe. Et on est arrivé à la création de Mémé ton pige, qui est cette petite mascotte. Alors, Mémé ton pige, je le précise, c'est pour Mémé ton pyjama. Les enfants comprennent tout de suite, les adultes un peu moins. Mais c'est cette petite mascotte qui va se promener de support en support et qui va essayer d'apporter des connaissances sur le sommeil aux enfants. Alors, la manière dont il est construit, ce programme, c'est qu'on a un document pour les enseignants. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on ne peut pas dire aux enseignants, oui, faites ce programme et puis débrouillez-vous quand vous avez des questions de vos élèves ou vous posez des questions. L'idée, c'est d'apporter vraiment tout le contenu nécessaire. Et c'est un petit peu, notamment, ce qu'on a vu aujourd'hui. On parle des rythmes, des rôles du sommeil, des besoins. Donc, c'est un document assez complet. On a également co-créé 8 leçons. Donc, 8 leçons de 45 minutes à 1 heure. Et à chaque fois, il y a une fiche pédagogique, une fiche de préparation qui permet de savoir, je suis désolée, vous ne pouvez pas bien voir, mais qui permet de savoir au début qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, on va visionner un dessin animé, ensuite, etc. pour justement bien avoir la structure et permettre aux enseignants et aux infirmiers scolaires, ça a été créé pour eux aussi, d'avoir une prise en main facile et qui ne soit pas trop énergivore non plus. Donc, à chaque fois, dans chaque leçon, on a des pages de bande dessinée entre 2 et 4 qui font, par exemple, c'est sur l'architecture du sommeil, donc sur les notions théoriques. On va avoir une petite anecdote rigolote pour que les enfants aussi en parlent à la maison, pour que les enfants puissent justement en parler aussi à leurs camarades. On va avoir un conseil pour bien dormir. Alors, l'idée, c'est qu'à aucun moment, les enseignants vont dire « vous devez vous coucher à telle heure, vous devez vous lever à telle heure ». Au contraire, c'est vraiment l'idée d'expliquer comment ça marche et de responsabiliser les enfants pour qu'ils puissent se dire ça a peut-être un intérêt que je dorme bien. Une petite trace écrite, et puis il y avait aussi des petits exercices, des enquêtes à faire à la maison. Donc voilà, vous avez on a parlé, donc il y avait 2 leçons sur les rythmes du sommeil, 2 leçons sur les rôles du sommeil, sur les besoins en sommeil pour l'endormir, etc., couche-tôt, couche-tard. Et puis, bien sûr, les 2 dernières leçons, c'était sur les amis et les ennemis du sommeil. Donc, on parle un petit peu des écrans, mais on parle aussi des boissons sucrées. On parle du rituel du sommeil. Et puis, la dernière leçon, c'était une demande des enfants. Cette fois-ci, c'était sur les bizarreries du sommeil, notamment le rêve et le cauchemar. Qu'est-ce que c'est? Ça me questionne, etc. Et donc, il y avait à chaque fois un petit dessin animé. On va en regarder juste un très, très rapide parce qu'on sait qu'au niveau attentionnel, c'est assez efficace de pouvoir leur présenter une petite vidéo et au niveau de la mémoire aussi, tout simplement pour leur rappeler les petites informations qu'ils vont voir au cours de la séance. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous dire comment faire pour mieux dormir. Tu le sais maintenant, ton sommeil est très important. C'est pour cela qu'il faut en prendre soin. Pour t'endormir plus facilement, il faut que ton cerveau comprenne qu'il doit ralentir son activité. Alors, il a besoin que tu lui donnes quelques indices. Faire de la relaxation, lire un livre ou encore faire des câlins avec tes parents sont parfaits pour t'aider à te calmer. Par contre, il faut éviter de t'exciter, d'écouter la musique trop fort ou de boire des sodas. Donc voilà, ça c'est un exemple
d'une des vidéos qui était présentée en début de classe. Et puis à la fin, les enfants recevaient leur petit diplôme du bon dormeur. Donc ça, c'était sur la construction du programme. Et en tant que chercheur, et ce qui était également très important pour les enseignants, c'était pouvoir d'évaluer l'impact de ce programme sur le comportement et les apprentissages des enfants. Donc, ce n'est pas les mêmes enseignants qui ont participé à la co-construction, mais 5 nouveaux enseignants de CE2 qui sont lancés avec nous sur cette évaluation. Ça représentait environ 130 enfants âgés de 8 à 9 ans, où on a mis en place un protocole de recherche où il y avait différents temps de mesure. Ces temps de mesure étaient présentés avant et après un programme qu'on appelle contrôle pour voir l'évolution de ces mesures indépendamment de l'éducation au sommeil. Donc là, c'est les enseignants qui faisaient de l'éducation au sommeil autre que l'éducation à la santé, autre que le sommeil. Donc généralement, c'était alimentation. Donc on prenait ces mesures et puis on retournait les voir un mois après et on prenait les mesures avant et après le programme d'éducation au sommeil et on y retournait un an après pour voir s'il y avait encore des petites choses qui restaient. On a mesuré un tas de paramètres, des questionnaires sur les habitudes de vie notamment, le rituel, si l'enfant dormait seul dans sa chambre, ce genre de choses. Des éléments sur les rythmes veille-sommeil. Par exemple, l'actimétrie, c'est quelque chose qui nous permet de mesurer objectivement les rythmes des enfants avec des petites montres qui ont un accéléromètre et qui nous permettent de savoir s'ils sont éveillés ou s'ils sont endormis. Ils remplissaient aussi un petit agenda du sommeil où ils expliquaient quand est-ce qu'ils allaient se coucher, quand est-ce qu'ils allaient se lever. Ça leur a permis aussi de poser des questions à leurs parents vis-à-vis de leur sommeil, mais à quelle heure est-ce que je me couche, etc. Et puis, on a mesuré aussi les capacités d'apprentissage, notamment grâce aux résultats scolaires et aux performances cognitives qu'on est allé mesurer sur des petits jeux sur tablette. Au niveau des résultats, alors je vous en présente un échantillon. L'idée ici, on s'est intéressé à plusieurs facteurs, notamment la durée de sommeil, en sachant ce qui va être important, c'est la durée, la qualité et la régularité du sommeil. C'est les 3 facteurs auxquels on s'est intéressé. Là, pour des raisons de temps, je vais vous montrer les résultats sur la durée. Donc, vous avez ici la durée en minutes. Donc, 540, ça correspond aux 9 heures, qui est le seuil minimum recommandé par les instances pédiatriques pour des enfants de cet âge-là. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'au début du programme, donc T1, T2, T3, il n'y a pas du tout d'éducation au sommeil. Et on se rend compte que ce sont des enfants, quel que soit d'ailleurs le niveau socio-économique, on pourrait se poser la question, tous présentent une durée de sommeil en moyenne qui est inférieure aux recommandations. Donc, ça a motivé aussi les enseignants et puis l'équipe de chercheurs de voir que dès le début de l'étude, ces enfants-là, ils étaient représentatifs de la population, ils dormaient malheureusement pas suffisamment. Après l'éducation au sommeil, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un gain de 31 minutes du temps de sommeil moyen des enfants. Ce temps-là, alors on peut se dire 30 minutes, c'est rien, et pourtant c'est énorme parce que c'est ce qui leur permet de passer dans les recommandations pédiatriques. Et un an après, alors ils perdaient 9 minutes. Alors on peut se dire c'est dommage, mais c'est très intéressant parce qu'habituellement, au niveau du développement, on voit qu'ils perdent 30 minutes de sommeil. Donc là, ça veut dire qu'il y avait encore des choses qui étaient en place et que finalement, on pourrait faire une petite piqûre de rappel, mais il y a encore des bons comportements qui existent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a augmenté le sommeil de semaine, parce que l'idée, ce n'était pas d'allonger les grasses matinées et d'avoir une privation de sommeil la semaine, c'était de faire en sorte de rééquilibrer. Et puis, ce petit graphique-là, il indique que ce sont les enfants qui dormaient le moins longtemps au début qui ont parfois gagné jusqu'à 1h30 de sommeil. Parce que ceux qui dormaient déjà bien, on n'a pas pour objectif de les faire dormir beaucoup plus si c'était tout à fait satisfaisant. Ces enfants, ils ont aussi augmenté au niveau des capacités cognitives, donc leur capacité à résister aux distractions, on appelle ça de l'inhibition, leur flexibilité mentale, la capacité de changer de stratégie, de changer d'activité et de maintenir leur attention. Et ce qui est intéressant, c'est que même si les enseignants ne se sont pas adressés directement aux parents, même s'il n'y a pas de chercheurs qui ont fait des conférences aux parents, il y a 83% des parents qui ont complété un petit quiz avant et après le programme d'éducation au sommeil qui ont augmenté leurs connaissances sur le sommeil. Donc, ça veut dire que ça a transféré aussi dans la famille. Donc finalement, ce programme-là, on a pu se rendre compte, grâce à cette petite expérimentation, qu'on peut le mettre en place facilement dans les classes avec les enseignants, qu'il est intégré dans le programme scolaire national. C'était important aussi pour les enseignants de faire en sorte que ce soit intégré dans ce qu'ils peuvent proposer aux élèves, qu'il n'y a pas d'intervention d'une tierce personne, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un spécialiste qui puisse se libérer. C'est reproductible d'une école à l'autre, parce que là, je vous ai montré la moyenne, mais on a comparé les écoles, on avait des résultats similaires. Il y a une bonne évaluation des enseignants et des enfants
parce que ça a été fait de manière ludique. Les illustrateurs, ils ont travaillé sur cette petite mascotte, sur le fait que ce soit des dessins animés, des BD, en justement faisant en sorte que ce soit quelque chose d'attractif. C'est favorable à une modification des habitudes de sommeil et des performances, et il est actuellement téléchargeable gratuitement. Pour terminer, en parallèle, ce qu'on fait, c'est de la formation initiale et continue des enseignants aussi, pour qu'ils puissent avoir des connaissances sur les rythmes veille-sommeil, les liens avec les apprentissages. Dans mon Académie de Lyon aussi, avec ma collègue Stéphanie Maza, on a formé toutes les infirmières et tous les infirmiers scolaires sur la question du sommeil normal et du sommeil pathologique, parce que parfois, dans certains établissements, en projet d'école, on se rend compte que, par exemple, la première leçon est faite par l'infirmière qui propose l'agenda du sommeil, c'est ensuite suivi par les enseignants, et puis il peut y avoir des échanges de cette manière-là. Étant donné que lorsqu'on présente ça, généralement, on nous dit « oui, mais qu'est-ce que vous faites pour les plus petits et les plus grands ?» On est en train de mettre en place un programme sur le sommeil en maternelle. Alors là, ça marche au niveau notamment de l'institution, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour favoriser la sieste, quand est-ce qu'on la propose, jusqu'à quel âge. Et là, alors normalement, fin avril, le 26 avril, ou peut-être un petit peu plus tard en fonction des conditions sanitaires, on est en train de lancer un challenge au collège. Parce que notre Mémé ton pige au collège, elle va faire un flop, hein. On ne va pas se mentir. Donc, on est en train de lancer un challenge en ligne où des collégiens, donc là, il y a 600 collégiens qui nous suivent dans notre académie, qui vont participer à des défis autour de leur sommeil pendant 3 semaines. Donc, on travaille notamment avec des enseignants-chercheurs en ludification et en motivation pour mettre en place des systèmes de badges, de jauges, de récompenses, justement pour essayer de favoriser des bons comportements vis-à-vis du sommeil, et notamment avec les mêmes mesures qu'on a pu voir, pour voir si ça a un réel impact. Pour la journée du sommeil qui a eu lieu en mars dernier, on a sorti une nouvelle bande dessinée sur le sommeil et les écrans, avec l'idée qu'on a eu une demande d'enseignants d'actualiser ce qui a été fait et de pouvoir proposer des choses actuelles. Donc voilà, qui est disponible. Donc là, on a fait un sondage sur l'utilisation du programme. Donc d'ici quelques semaines, on va avoir aussi des données sur l'utilisation du programme par les enseignants. On a actuellement 6000 téléchargements, donc ça nous permet aussi d'avoir du recul sur ce qu'on peut proposer d'autres, qu'on peut améliorer. Et vous avez ici toutes les personnes qui ont gravité autour de Mémé ton pige. En bas, vous avez l'adresse mail du projet lorsqu'il y a des enseignants et des infirmiers qui ont des questions. Et vous avez ici donc, le lien, mais je crois qu'il vous a été donné aussi dans la conversation. Mémétonpige.fr, c'est le lien sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement le programme. La seule condition qu'on a, c'est qu'il ne soit pas commercialisé, mais sinon, toutes les personnes qui souhaitent l'utiliser à des fins pédagogiques le peuvent. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, parce qu'à distance, ce n'est pas toujours évident. Je parle un peu vite, mais voilà, je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Amandine. C'était extrêmement clair et extrêmement bien illustré, ce qui nous permet vraiment d'avoir une compréhension parfaite de tous ces éléments. Et voilà, si j'ose résumer un petit peu les propos qui viennent d'être présentés, on a vu que le manque de sommeil, justement, avait des conséquences sur la vigilance des enfants, sur leur attention scolaire, sur leur comportement, potentiellement, voire même était un facteur aggravant du point de vue de l'obésité de certains enfants. Voilà, on a vu aussi que ça pouvait engendrer des accidents physiques, des accidents de la circulation, effectivement, pour les adultes ou les plus grands, une impulsivité comportementale, et en tout cas, en ce qui nous concerne là, sur le sujet des 7-9 ans, que ça avait des conséquences sur les capacités cognitives et les apprentissages scolaires. Alors, effectivement, on a énormément de questions dans le chat, ce qui est super, et on vous en remercie beaucoup. Voilà, je vais commencer un petit peu dans le désordre, sans... Alors, n'y voyez pas là un tri, hein. On va essayer bien sûr de traiter toutes les questions dans les 20 minutes qui nous restent. Moi j'oserais commencer par une première question. Pourquoi la tortue? Oui. Même si on peut essayer de deviner. Alors, en fait, c'est un travail qui a été fait avec donc des dessinateurs qui étaient en apprentissage, parce que dans un objectif pédagogique aussi, c'est des illustratrices qui étaient en Master 1 édition. Donc, l'objectif aussi, c'était d'avoir cet apport pédagogique. Donc, elles ont beaucoup réfléchi avec leurs enseignants de référence. Et au début, elles nous ont beaucoup proposé des animaux qui sont associés au sommeil. Donc, tous les animaux qu'on connaît
le Loir, enfin voilà, tous ces animaux qui dorment énormément. Et puis finalement, elles avaient envie d'avoir un peu l'idée d'une mascotte qui est très très ancienne. Une tortue, ça vit longtemps, donc ça dort très très longtemps, et qui se démarque un petit peu des autres chouettes ou autres qu'on peut proposer, ou des moutons vis-à-vis du sommeil. Donc c'est pour ça qu'elles sont parties sur cette petite méméton pige. En fait, on en a proposé plein de mascottes à des enfants dans cette tranche d'âge-là, et c'est celle qui leur a le plus plu. Super. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est la façon dont vous avez, quand tu as présenté à la fin les bizarreries du sommeil et que tu as énoncé que c'était une demande des enfants. C'est ça, je ne me trompe pas? Donc, Oui, vraiment, c'est ça. le fait d'avoir fait participer les enfants jusque dans et les avoir fait s'exprimer sur leurs besoins, leurs attentes du programme, j'ai trouvé ça vraiment super parce que faire participer des enfants d'un si jeune âge, c'est pas toujours facile en promotion de la santé. Et je trouve que vous l'avez particulièrement bien exploité, en tout cas. Là, on Ça, était vraiment bien accompagnés par les enseignants, c'est-à-dire qu'on a pu ouais. avant aller dans des classes, discuter avec eux. Ce projet, j'ai vu à un moment dans une question, je me permets d'y répondre maintenant, je ne sais pas si elle sera abordée après, mais quel est l'intérêt d'avoir une co-construction avec les enseignants? En fait, il n'y aurait pas eu ce projet du tout. Enfin, nous, on a les connaissances sur le sommeil, mais on se serait certainement fortement planté sur l'aspect pédagogique, ou alors on aurait proposé quelque chose qui n'était pas structuré de manière à être proposé dans des leçons. Donc ça, c'est typiquement le genre de projet qui ne peut pas être possible si tous les acteurs que j'ai présentés ne peuvent pas participer. C'est Ouais, c'est vraiment des choses qui essentiel. se mettent ensemble. Ouais, tout à fait, mais on voit à quel point la co-construction, la participation des publics cibles sont essentielles en éducation et promotion de la santé. Je rebondis d'ailleurs, ça me permet de faire la transition sur l'implication des parents. Comment est-ce que vous avez réussi à impliquer les parents? Quel levier vous avez activé voilà, pour leur permettre vraiment de prendre leur place, sachant qu'effectivement, comme ça a été soulevé dans une question dans le chat, le contexte familial est absolument essentiel et c'est vraiment important de sensibiliser les parents à l'éducation au sommeil. Oui. L'idée de ce programme, c'était pas d'absolument pas s'adresser aux parents, mais ce qu'on faisait très souvent, c'était encore une fois des conférences aux parents et on touchait pas tous les parents, que les parents qui étaient déjà sensibilisés. Donc ça nous gênait parce qu'on avait envie de pouvoir parler à tous les enfants. Donc c'est cette idée-là de pouvoir passer par les enfants, le fait voilà, ils sont tous présents en classe et qu'ils puissent remonter des informations au sein de leur foyer sans pour autant avoir des devoirs sur les connaissances ou autres, parce que la plupart des programmes actuellement d'éducation au sommeil augmentent les connaissances des enfants ou des adolescents, mais ne changent pas leur comportement. Donc là, par exemple, alors les parents, ils ont été prévenus au début qu'on allait faire cette étude-là, parce qu'ils donnent leur consentement, mais c'est la seule chose. Par la suite, après, on ne leur a pas donné de documents sur le sommeil qui auraient pu leur permettre d'augmenter leur connaissance. Ce n'était pas l'objectif. Alors peut-être qu'ils sont allés se renseigner aussi, parce qu'ils ont su que c'était fait au sein de la classe de leur enfant. Mais en fait, la manière dont c'était fait, c'était que les bandes dessinées, donc les 4 pages par leçon, étaient données aux enfants au fur et à mesure. Donc, ils remplissaient un petit porte-revue. Et donc, quand ils rentraient chez eux, ils nous ont rapporté après, qu'ils montraient, bah voilà, là, c'est les nouvelles leçons. Aujourd'hui, elles parlent de ça, etc. Donc, ça a déjà impliqué les familles. Il y avait l'agenda du sommeil qui complétait en classe. Mais parfois, ils posaient des questions à leurs parents parce qu'il y en a beaucoup à cet âge-là qui ne savaient pas à quelle heure vraiment ils se couchaient le soir ou se levaient le matin, par exemple. Donc, il y avait ces éléments-là. Et il y a aussi des enquêtes que les enfants ont fait à la maison, notamment sur la leçon des besoins en sommeil. Ils devaient partir avec ils avaient un statut d'enquêteur et ils devaient aller voir des plus petits, leurs parents ou des personnes âgées pour essayer de comprendre comment, justement, ils dormaient et puis quelle était leur durée de sommeil, etc. Et c'est en faisant toutes ces petites enquêtes, en ramenant des choses à la maison, en parlant finalement dans leur famille parce que ça leur plaisait, qu'il y avait des petits dessins animés, etc., que les parents se sont investis, mais ce n'était pas quelque chose qui leur était demandé dès le début. C'est pour ça qu'on a été étonnés qu'autant de parents augmentent leur connaissance sur le sommeil. Ouais, c'est intéressant de se dire aussi que apporter des connaissances n'est pas suffisant et potentiellement va pouvoir même accroître les inégalités en matière de santé. Et ça, c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber, en tout cas en promotion de la santé. Effectivement, c'est tout à fait bien souligné. Une petite question, finalement, quelles seraient les bonnes conditions si on se place dans un contexte voilà, d'une école lambda quelles seraient les bonnes conditions si on souhaitait déployer le programme?
Alors, nous, on ne donne pas de conditions idéales parce que ça va vraiment dépendre des enseignants et de leur pratique. Par contre, tous les retours qu'on a eus, parce qu'on est beaucoup contactés sur des projets d'école maintenant. C'est-à-dire que, alors, ce qu'ils nous rapportent, c'est que c'est l'idéal quand ils peuvent le proposer dès le début de l'année en éducation à la santé. Et parce que pour certains, ils le proposaient un petit peu plus tard dans l'année, en période 3 ou 4, et c'était un peu trop tard pour eux. Donc, ils préfèrent le proposer plus tôt en début d'année, généralement avant les vacances de Noël. Et lorsque c'est trop dense, parce que parfois, il y a quand même 8 leçons de 45 minutes à 1 heure, donc ça va dépendre aussi de ce qu'ils peuvent faire au sein de leur établissement. Ce qui est fait parfois, c'est un projet sur plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être présentées en CP, CE1 et d'autres en CE2. Ou alors, pour aussi favoriser les échanges, il y a pas mal de classes qui nous disent faire, par exemple, en CE2 le projet. Et ensuite, eux, ils ont un projet, les enfants, où ils récoltent, ils récupèrent des informations de la BD, ils font des photocopies, ils font des petites affiches, et ils vont, chez les plus petits, et notamment chez les maternelles, expliquer ce qu'est le sommeil. Et ce transfert par les pairs, il est très, très efficace, et c'est assez idéal. Donc, actuellement, il y a plein de... C'est-à-dire que nous, pour l'évaluation, on a été obligé d'être très carré, on leur a demandé de faire les leçons sur 1 mois pour avoir justement des choses réplicables. Après, on se rend compte que dans la pratique, il y a tout un tas de choses adaptées et que ça fonctionne assez bien quand c'est fait de manière à ce que l'enseignant soit à l'aise avec ça. L'avantage avec le programme, effectivement, c'est qu'il est téléchargeable, gratuit, que chaque enseignant peut se saisir et l'adapter aussi, comme tu viens de le dire, à différents contextes. J'aime bien effectivement ce test que les plus grands aillent voir les plus petits. Je trouve ça tout à fait intéressant. Et effectivement, c'est l'éducation par les pairs. On sait très bien que ça fonctionne beaucoup plus, et notamment à ces âges-là. Donc, c'est tout à fait intéressant en termes d'appropriation. On a une petite question sur le programme à destination des adolescents qui s'appelle Challenge, si je ne me trompe pas. Oui, il s'appelle... c'est une question pour le décrire ou c'est plus précis? J'en parle un peu plus. C'est justement pour savoir s'il est... j'imagine qu'il n'est pas encore à disposition, qu'il n'est pas encore téléchargeable. Voilà. À chaque fois qu'on parle de Mémé ton pige, on nous dit mais qu'est-ce que vous faites pour les adolescents? Parce qu'effectivement, l'adolescence, c'est une période charnière dans les mises en place de bons comportements. On s'émancipe par rapport aux parents. Le sommeil, ça nous prend beaucoup trop de temps, c'est pas très intéressant. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler avec des collégiens. Alors là, on travaille avec des 5e, 4e, parce qu'il y a une étude notamment du réseau Morphée, qui est un réseau national sur le sommeil, qui montre que c'est à partir de ce moment-là où on commence à voir une dégradation des comportements et puis une influence des écrans, des réseaux sociaux importants. Donc l'idée de ce challenge, nous, on a commencé à travailler là-dessus il y a 1 an et demi, pour vous donner l'idée, et on va le mettre en place et le tester maintenant. Donc ça prend un certain temps pour des raisons de, voilà, il faut pouvoir rassembler tous les partenaires autour, c'est les mêmes un petit peu que ceux que je vous ai présentés, des enseignants. Ici, c'est un challenge qui est fait en ligne, donc voilà, il a fallu développer l'application Internet. On a aussi créé en parallèle, parce que ça, c'est un challenge qui pourrait être fait finalement par n'importe qui, mais nous, encore, notre objectif, c'est de pouvoir aussi proposer à l'éducation nationale des supports. Et donc, on a fait avec des enseignants de SVT, parce que ça rentre dans le cadre de l'enseignement SVT, de 5e, 4e, 4 leçons sur le sommeil, donc d'un niveau un peu plus élaboré que ce qu'on a dans Mémé ton pige, mais la même chose. Donc pareil, il y a des dessins animés qui là sont plus longs, beaucoup plus denses, riches en informations. Les leçons aussi, c'est l'idée, comme moi je suis enseignante à l'INSPE qui forme les futurs enseignants, c'est de proposer des pédagogies nouvelles pour que les enseignants puissent en découvrir. Donc ça vient de plusieurs endroits. Donc là, il va être lancé et évalué prochainement. On va certainement modifier des choses parce qu'on va peut-être voir certaines modifications. Encore une fois, avec l'adolescence qui est notre gros défi, c'est de faire en sorte qu'ils accrochent au défi et surtout qu'ils tiennent sur les 3 semaines. On ne va pas leur proposer dès le début, tu vas te coucher tous les jours à 21h, voilà, ou ça ne va pas marcher. Par contre, au début, on leur dit, installe un filtre lumière bleue. Et il va y avoir des récompenses vis-à-vis de ça. Ensuite, le deuxième, c'est que tu dois, le week-end, essayer de ne pas te lever trop tard. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place jusqu'au plus dur. Et on sait que dans la littérature, il faut au moins 15 jours de bons comportements pour avoir des modifications. C'est pour ça qu'on a mis 3 semaines pour commencer facile et pour essayer d'installer ça. Et donc, ce programme,
il sera gratuit, il sera disponible pour tout le monde de la même manière que Mémé ton pige, mais il sera honnêtement disponible quand nous, on aura aussi la validation des enseignants avec lesquels on travaille, d'autres enseignants qui vont le tester sans nous aussi, parce que là, comme c'est le début, on est vraiment là derrière pour accompagner, surtout dans ce contexte sanitaire qui n'est pas favorable, je vous l'avoue. Donc voilà, l'idée, nous, c'est que je pense début 2022, on devrait pouvoir le mettre en libre accès. Là, on est en train de le tester, par exemple, sur les rythmes veille-sommeil et sur les capacités cognitives, mais on travaille également avec une chercheuse qui s'intéresse à tous les facteurs métaboliques. Donc, une fois qu'on aura fini cette étude-là, on va justement le proposer et avoir des mesures vraiment métaboliques, donc qui sont plus compliquées à mettre en place et qui coûtent plus cher aussi. Donc, ça nous prend plus de temps de trouver les financements notamment. Mais voilà, il y aura différentes petites parties, mais dans tous les cas, il sera proposé gratuitement. Peut-être qu'il faudra encore attendre un an. C'est extrêmement complet et extrêmement intéressant. Alors, on voit bien hein, que le temps de la recherche est toujours beaucoup plus long que ce qu'on peut en attendre sur le terrain. Et voilà, c'est aussi en ça que parfois, il est compliqué de mettre en place une recherche interventionnelle parce qu'on a des acteurs de terrain qui sont très friands des résultats, qui sont vraiment dans l'attente, c'est normal, qui veulent voir les fruits de ce qu'ils ont pu mettre en place. Et puis, les temps de la recherche qui sont beaucoup plus lents, beaucoup plus étirés, avec les temps de la publication derrière qui se rajoutent et qui viennent un peu complexifier les choses. Mais au final, une fois qu'on a les résultats, une fois que c'est évalué, une fois que les preuves ont été montrées, voilà, on peut aussi dupliquer sans trop se poser de questions. C'est ça l'avantage. Pardon ? C'est vraiment, nous, aussi, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a vraiment la volonté d'apporter des arguments comme quoi c'est efficace sur tel critère. Bien sûr. Après, il existe d'autres programmes parfois qui sont proposés et qui ne sont pas forcément évalués, alors qu'ils peuvent tout à fait aider, mais en tant que chercheur, c'est important pour nous d'avoir ces éléments-là. Tout à fait. Voilà, et effectivement, encore une fois, les programmes, on n'est pas dans une promotion du tout probant. Parfois, on a aussi des super programmes innovants qui ont juste été évalués une fois comme étant prometteurs, qui fonctionnent effectivement très très bien et qui peuvent être, en tout cas, servir d'inspiration pour d'autres acteurs qui souhaiteraient dupliquer ce programme. On a encore quelques petites questions et quelques petites minutes pour y répondre. Est-ce que le programme Mémé ton pige peut être utilisé hors les murs scolaires, par exemple dans un centre social, ou par exemple on a aussi une personne qui est diététicienne qui serait intéressée pour utiliser les supports? Est-ce que ça, c'est tout à fait possible? Oui, alors nous, on l'a vraiment créé pour les enseignants et les infirmiers scolaires, c'était l'objectif. Alors après, si vous le téléchargez, vous allez voir qu'on vous demande votre adresse mail, est-ce que votre profession, alors pas pour vous cliquer, mais pour vous tenir au courant, notamment par exemple là, de l'arrivée d'une nouvelle bande dessinée. Et puis ça nous permet aussi, nous, d'avoir un retour un petit peu sur qui s'intéresse au programme. Et effectivement, il n'y a pas que des enseignants, c'est à peu près la moitié d'enseignants, et après toute l'autre moitié, ça va être des professionnels de santé. Qui peuvent s'en emparer. Alors voilà, pour avoir une base. Alors parfois, ce n'est pas le programme qui est utilisé en entier, mais certaines bandes dessinées, ou au moins d'avoir réactualisé un petit peu ses connaissances avec le support. Donc oui, ce n'est pas gênant. Nous, on ne veut pas qu'il soit commercialisé ni modifié sans notre autorisation. Voilà, pour éviter des dérives, mais sinon, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait normal, effectivement. Alors, on a une question... que conseiller aux parents quand on a un enfant d'un très jeune âge qui s'endort relativement tard? Par exemple, à 23 heures, un enfant de 3 ans qui ne parvient pas à se coucher avant 23 heures. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a des rythmes, on l'a vu hein, dans ce que tu as présenté, qui sont aussi particuliers avec des petits dormeurs? Est-ce qu'il est possible qu'un enfant de 3 ans soit un petit dormeur et puisse récupérer en s'endormant à 23 heures? Alors, il y a plein de questions à poser justement aux parents de cet enfant. Alors déjà, est-ce qu'il est scolarisé et levé le matin ou pas? Parce que s'il se couche à 23 heures, à quelle heure est-ce qu'il se lève? Donc la durée de sommeil, il faut déjà faire attention à ça. C'est peut-être un petit dormeur, mais il a quand même un besoin de sommeil qui reste conséquent. Est-ce qu'il fait la sieste? Et si oui, de quelle durée est cette sieste encore? C'est-à-dire, est-ce qu'il fait une sieste qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ou est-ce qu'elle fait 4-5 heures?
auquel cas on pourrait avoir un sommeil diurne qui est peut-être un peu trop important par rapport au sommeil nocturne, en sachant que le sommeil de sieste est toujours moins récupérateur que le sommeil de nuit, qu'on soit enfant ou adulte, tout simplement pour les raisons de l'horloge circadienne dont on a parlé tout à l'heure. Après, est-ce qu'à 23 heures, c'est un enfant qui s'endort très facilement ou est-ce que c'est un enfant qui est mis au lit depuis 20 heures et on se bat avec lui jusqu'aux 23 heures? Il y a ça aussi. Parfois, si l'enfant, c'est très tard, mais se couche à 23 heures, se lève à, je ne sais pas, le matin à 7h30, 8 heures et que toute la journée, il fonctionne très bien, qu'il n'y a pas de difficulté d'apprentissage, qu'il n'y a pas de... Voilà, pourquoi pas. Après, c'est tellement multifactoriel qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Alors, en général, on aime bien faire remplir un agenda du sommeil qui permet justement de voir les rythmes. Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est comme ça uniquement quand il est chez lui? Est-ce qu'il va chez quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est de la même manière? Quels sont vraiment les... Est-ce que ça lui est proposé de se coucher plus tôt et ça marche jamais ou pas? Enfin, voilà, il y a plein de facteurs. Après, il existe des petits dormeurs. Quand on est parent moyen dormeur et qu'on a des enfants petits dormeurs, c'est dur. Mais alors oui, ça semble tard pour un enfant de 3 ans. Après, s'il fonctionne très bien au cours de la journée et qu'il n'a pas de retard dans les apprentissages, qu'il n'est pas somnolent ni trop agité, bon, c'est difficile de répondre très précisément sans connaître l'enfant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment la difficulté avec un parent, c'est quand on ferme la porte de la chambre de notre enfant le soir et qu'on la rouvre le matin, on a l'impression qu'il a dormi tout le long. Ce qui est faux. C'est-à-dire qu'on a du mal parfois à ajuster à connaître le temps de sommeil de notre enfant. Donc, en enquêtant avec un petit agenda de sommeil, par exemple, il y en a un notamment dans Mémé ton Piche, il y en a plein sur Internet, ça peut aussi permettre d'avoir plus d'informations pour répondre à cette question. Ok, merci. Alors, d'autres questions? Vous parliez de la possibilité de faire une piqûre de rappel pour éviter que les enfants perdent à nouveau des minutes de sommeil. Et quelle forme ça pourrait prendre? Alors actuellement, ce n'est pas quelque chose qu'on a évalué, mais c'est tout de suite quelque chose qui est venu à l'esprit des enseignants quand on leur a montré les résultats 1 an après. C'est-à-dire qu'il y avait finalement encore plein de bons comportements qui faisaient en sorte qu'ils avaient un sommeil d'une durée tout à fait correcte. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est peut-être chaque année, en éducation à la santé, refaire une séance sur le sommeil. Donc, on aimerait bien peut-être aussi, pourquoi pas, proposer des choses qui peuvent être un petit peu pour les plus grands. L'idée, c'est que ce soit quand même régulier parce qu'on sait très bien que ces enfants-là qu'on a suivis, ils vont être des adolescents un jour et ils vont avoir toutes les contraintes dont on a parlé, que ce soit physiologiques ou sociales, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on essaye de proposer des choses à différents temps de vie. Donc, pour les petits, les maternelles, pour l'école primaire, pour les collégiens. Il y a des initiatives aussi. J'ai une de mes collègues qui travaille notamment à l'université. Voilà, on pourrait faire à tout âge de la vie. Nous, on fait également de l'éducation au sommeil chez les personnes âgées. Donc voilà, avoir des supports pour régulièrement, alors je ne peux pas vous dire tous les 1 an, 2 ans, ça va un peu dépendre aussi des populations, mais régulièrement pouvoir reproposer des choses. Ça peut être refaire Parfois, il y a des enseignants qui nous disent en CM1, CM2, ils refont une séance où ils remontrent un dessin animé ou deux, et puis ils recréent des exercices où ils en reprennent et ils réaniment un petit peu le débat, où ils leur refont, par exemple, faire un petit agenda du sommeil. Ouais. Voilà, c'est une petite piqûre de rappel qui est pertinente. L'avantage, encore une fois, c'est que vous avez tous les outils qui sont disponibles et qui sont téléchargeables. Allez, une dernière question en matière de littératie cette fois-ci. Comment est-ce qu'on peut aborder ces questions de sommeil avec des parents qui ne maîtrisent pas la langue française? Est-ce que vous avez des pistes de réponse là-dessus? Alors oui, nous, le support, il a été créé justement pour les enseignants, pour pallier à ces difficultés parfois d'accès à la langue des familles. Donc, c'est un petit peu l'idée aussi. Après, il peut y avoir je ne connais pas de programme évalué qui permettrait de s'adresser justement aux parents en tant que tel, mais il n'y a pas énormément de programmes, enfin de support pour les parents qui leur permettent de parler de sommeil, qui maîtrisent bien le français ou non à l'heure actuelle. C'est un peu la difficulté aussi. Alors, nous, on a commencé à travailler sur, par exemple, Mémé ton Piche, j'ai traduit en anglais, en portugais, et va pouvoir, je crois qu'il y a un travail sur l'allemand aussi en ce moment. En fait, c'est quand d'autres pays nous sollicitent, parce qu'il y a des publications internationales, donc c'est pour ça que c'est connu. Donc, on travaille pour que ce soit accessible à d'autres langues. N'importe quelle personne qui souhaite traduire le programme Mémé ton Pige en une langue, celle qui souhaite, peut nous contacter et on peut travailler là-dessus. Alors, nous, on peut faire la traduction qu'en anglais nous-mêmes, mais voilà, on peut tout à fait... la personne peut se proposer de la traduire, ce qui a été fait notamment en portugais brésilien il y a pas longtemps.
Par contre, on est en train de travailler justement, et c'est intéressant votre question, sur un outil adressé aux parents directement qui serait un support avec les questions des enfants imagées et les réponses qu'on peut proposer, donc avec des choses qui sont beaucoup moins denses en termes d'écrit. Et justement, on pourrait tout à fait imaginer que cette page où il y a la question de l'enfant avec l'image et puis la page de parents puisse être traduite en beaucoup plus de langues, voilà, pour que ce soit accessible à plusieurs personnes. Très bien. Très bien, très bien. On ne va pas avoir l'occasion de répondre à toutes les questions, simplement se dire, voilà, dans la continuité, effectivement, si on s'intéresse plutôt aux lycéens, aux étudiants, alors je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'applications qui sont développées pour travailler notamment sur le sommeil des étudiants, puisque vous savez que, voilà, avec le contexte, le sommeil, voilà, les questions de santé des étudiants posent vraiment de vraies problématiques qui sont travaillées par les SIMS, les services interuniversitaires en promotion de la santé. Pour les lycéens, j'ai moins de visibilité là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui est fait. Il n'y a pas grand-chose, ouais. Alors, en fait, nous, le programme qu'on a mis en place, pour l'instant, s'adresse aux collégiens, mais ça peut faire fin de collège, début lycée. Mais on ne l'évalue pas au lycée pour des raisons d'un contexte un peu plus compliqué, notamment avec la réforme du bac. Il y a beaucoup de choses qui jouent, donc il y a des choses déjà à se mettre en place. Et après, on proposera une évaluation pour cette population. Très bien. OK. Je vous remercie, Amandine. On va s'arrêter là pour ne pas trop dépasser. Et en tout cas, on vous remercie vraiment sincèrement pour tous ces détails et toutes ces explications qui ont été très claires, très synthétiques. Merci à tous les participants et participantes d'avoir pris part au débat. C'était vraiment l'objectif. Et puis, je vous donne rendez-vous, en tout cas, si le sujet continue de vous intéresser. On a une prochaine matinale scientifique qui se déroulera le 11 juin. Dans laquelle M. Serge Tisseron interviendra voilà, en matière de prévention des écrans avec le programme 36912. Voilà, vous avez toutes les infos, bien entendu, sur le site du DRAPS. Et on vous mettra à disposition, bien entendu, le support d'Amandine, les références et le site internet sur lequel vous pourrez télécharger tous les outils. Un grand merci, Amandine. Merci à vous. Bonne suite et bonne continuation. Très bonne journée à tous. Au revoir.